pour certains, les visites culturelles sont parfois longues et ennuyeuses. Il faut se l'avouer. Alors, pour apprendre en s'amusant, quoi de mieux qu'un musée atypique? Je pense au musée des commerces d'autrefois, c'est à Rochefort, au musée du chocolat, à Biarritz ou encore plus insolite, le musée de l'assurance maladie. Et oui, ça existe, c'est à Lormont, près de Bordeaux. Bref, vous l'avez compris, ce soir, on va s'intéresser à ces lieux culturels qui sortent de l'ordinaire. Mais avant de vous en dire plus, je vous propose de regarder notre sélection photo du jour. Et pour une fois, on va commencer avec une aquarelle. Vous avez peut-être reconnu ici les rues de La Rochelle, une œuvre signée Marie. Pour les plus connectés d'entre vous, je vous invite à découvrir son travail sur sa page Instagram Doux Pigment. On poursuit direction les gorges du Taurion, c'est en Creuse, un site classé zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique, immortalisé par Ghislain. Là, je m'adresse aux plus sportifs. Pour les découvrir, comptez 4 heures de marche à travers un parcours d'environ 15 km. Et avec le temps maussade d'aujourd'hui, un peu de couleur pour terminer cette balade virtuelle avec ce chant de Jacinthe, tel un tableau posé à même le sol. Nous ne sommes pas en Hollande, mais bien dans les Landes. C'est l'autre pays des Jacinthes, mais aussi des tulipes. Merci David pour ce cliché. Merci à vous trois d'ailleurs pour ces images. C'est toujours un plaisir de diffuser chaque soir vos photos. Continuez à nous en envoyer sur les réseaux sociaux à l'adresse qui s'affiche sur votre écran ou bien en scannant le QR code qui s'affiche juste en bas. Allez, place à notre thématique, les musées atypiques. Avant d'accueillir mes invités, deux propriétaires de lieux insolites, on va partir à la découverte de ce lieu incroyable où s'entassent des objets par milliers. Chez Manuel, c'est le nom de ce musée d'art populaire à Migné-Auxances. C'est dans la Vienne où se sont rendus François Bombard et Thomas Chapuzot. Pénétrer dans le musée d'art populaire, c'est un peu voyager dans le temps. De l'hélicoptère américain aux vieilles automobiles françaises, en passant par la roulotte d'artistes nains, ici sont entreposés des dizaines de milliers d'objets. Une longue histoire, écrite dès 1977 par Jean-Claude Ribeiro et son père. Mon père, il battait la campagne à ce moment-là. Et puis, il allait voir, c'était sa sortie. Au lieu d'aller dans un match de football, il allait voir les cultivateurs. Ils vendaient leurs vieilles voitures ou leurs vieilles choses. À l'intérieur, là encore, les surprises se succèdent. Objets du quotidien ou articles publicitaires racontent une certaine histoire de France. Là, on a un peu d'objets sur l'épicerie. Enfin, c'est un ensemble un peu mélangé, mais bon, ça fait un peu l'ensemble de la curiosité. Au fil des années, Jean-Claude Ribeiro a su modeler cet espace à son image. Je suis un collectionneur passionné. Un univers bien connu de générations de Poitevin et que les touristes de passage découvrent aussi parfois. Il y a une sorte d'émotion un peu quand on vient, parce que forcément on retombe aussi sur des objets qu'on a connus aussi. C'est plein de trésors, c'est ça qui est bien, c'est chouette. Et l'infatigable collectionneur continue d'acquérir de nouvelles pièces un peu particulières. Je me spécialise dans les voitures à pédales, parce que les grosses voitures, je ne peux plus les mettre, j'ai plus de place. À 74 ans, Jean-Claude Ribeiro ouvre toujours l'hiver sur rendez-vous. Chaque année, tout près de Poitiers, son musée accueille près de 3000 visiteurs. C'est un véritable voyage dans le temps que nous venons de voir. C'est un peu comme chez notre première invitée. Bonsoir Pascal Souriau, merci d'être avec nous. Avancez-vous. Vous êtes à la tête du parc du Bournat, c'est au Bugue, en Dordogne, au cœur du Périgord noir. Alors le Bournat, c'est un musée vivant, un parc à thème où les horloges se sont arrêtées en 1900, c'est ça ? C'est ça. La particularité du Bournat, c'était effectivement d'être un musée vivant, c'est-à-dire qu'on est replongé en 1900, mais on rencontre les artisans et les habitants de 1900. Donc on va croiser une savonnière qui faisait du savon en 1900, un forgeron, un boulanger. Donc on est plongé dans l'ambiance, dans le village, et puis on déambule et on rencontre les artisans, les manèges, les bâtiments complètement reconstitués. Vous êtes le fils de Paul-Jean Souriau, le fondateur du parc. Votre papa, c'était un collectionneur compulsif. Toute sa vie, il a amassé des objets liés à l'artisanat périgourdin. Comment est né son désir de créer ce parc et pourquoi ?
Alors son désir est né de l'envie de transmettre. En fait, il s'est aperçu assez vite qu'il avait entassé des objets, mais que personne ne savait exactement à quoi les objets servaient, à qui ils correspondaient, si c'était un objet pour un tapissier ou pour un forgeron. Et donc il s'est dit que ça serait important de montrer aux générations futures quels objets l'artisan utilisait et dans quel contexte. C'est une œuvre de pédagogie en fait. Oui, c'est une œuvre de pédagogie et puis de patrimoine, une œuvre patrimoniale pour essayer de garder l'artisanat vivant, les bâtiments vivants et l'organisation telle qu'elle était en 1900. La pédagogie, c'est aussi ce qui anime notre deuxième invité. Bonsoir Régine Elliott, merci d'être avec nous. Vous êtes en duplex depuis Ned, c'est en Limousin. C'est la commune où se trouve votre musée insolite, la Cité des insectes. Ou comment nous faire aimer ces bestioles dont on n'est pas vraiment fan sur le papier. Oui, c'est vrai, bonsoir. Effectivement, les insectes sont parfois pas très aimés, mais quand on commence à les observer, à les regarder de près et à comprendre leur rôle dans la nature, on tombe forcément amoureux. Et notre rôle ici, c'est ce que l'on fait. On essaie que le public qui vient nous voir tombe amoureux de ces petites bêtes et les comprenne. Et justement, montrez-nous la petite bête que vous avez entre les mains. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous la présenter? Oui, alors là, c'est pas un Français, c'est un Australien, c'est une phasme, c'est une femelle phasmatiare. Elle est absolument là, elle est adulte, elle est magnifique, hein, et vous voyez, bon, elle ressemble plutôt à une petite branche pour essayer de ne pas se faire manger dans la nature. Et cet insecte fait partie des spécimens que vous exposez à la Cité des insectes? Tout à fait. La Cité des insectes, c'est avant tout un musée, mais nous avons aussi des vivariums avec une douzaine d'espèces vivantes. Donc, ça fait partie de ces espèces que l'on va pouvoir découvrir dans les vivariums lors de la visite. Vous faites aussi des expositions d'artistes, hein? Oui, chaque année, nous avons une exposition temporaire. Cette année, c'est Illy van der Wiel, une artiste hollandaise qui va nous présenter ses collages. Ben voilà, sa petite sœur, qui va nous présenter ses collages. Et c'est une très belle exposition qui va commencer avec l'ouverture ce samedi. Alors, vous avez pour habitude de dire que votre Cité des insectes s'adresse à tous de 4 à 99 ans. C'est un peu la même chose pour vous, Pascal Soriot, au parc du Bournat. Je peux en témoigner. Moi, j'y suis allée à plusieurs périodes de ma vie, toute petite ou encore récemment. Et ce qui me fascine lorsque je me rends au Bournat, ce sont ces gestes d'antan reproduits par les artisans. Et à chaque fois, je me pose la question, est-ce que la savonnière est vraiment savonnière le reste du temps lorsqu'elle n'est pas dans le parc? Où est-ce que vous trouvez ces artisans? Sont-ils vraiment artisans? Comment ça se passe? Alors, quand le parc a ouvert, il y a 30 ans, donc on fête les 30 ans cette année. Donc, quand mon père a créé le parc, il a choisi des artisans qui étaient encore, des forgerons qui étaient encore en activité, des boulangers qui étaient encore en activité. Mais petit à petit, on s'est professionnalisé et puis malheureusement, malheureusement et heureusement, il faut que les artisans soient là toute la journée. Donc en fait, il aurait difficile d'avoir un autre métier, d'avoir leur activité propre d'artisan tout en venant au Bournat. Donc vous avez formé les salariés. On a formé les savonniers, on forme les artisans, on forme un tourneur sur bois. Alors on prend quand même des gens qui ont normalement déjà une capacité et un don dans le métier, mais on continue à les former pour qu'ils puissent démontrer leur art. Donc vous venez de le dire, le Bournat fête son 30e anniversaire cette année. Autrefois, il existait à Varennes, aux confins de la Dordogne et de la Charente, un musée qui ressemble beaucoup à votre parc. C'était en 1970. À l'époque, les visiteurs remontaient 100 ans en arrière. C'est notre archive du jour, regardez. Dans la pièce du rez-de-chaussée, on a reconstitué une pièce périgourdine avec sa table prête pour le repas, au-dessus de laquelle est accroché le râtelier tournant où l'on déposait les tourtes. Le bujadier avec son sac de cendres, le toupie de bujade et le battoir évoquent le temps lointain où la lessive avait lieu 2 fois par an. Le vaisselier est bourré de vieilles vaisselles et les moulins à café qui trônent sur le buffet sont plus que centenaires. À l'entrée de la salle s'entassent de nombreux outils qui rappellent les métiers pratiqués autrefois dans la région. Des outils de suredelon, des lanternes et des tonnelets.
des sous-mâches pour battre le seigle, des fléaux, des machines à égrener le maïs, des herses et des fourches en bois, de l'ourbigot pour labourer la vigne, des jougs, des outils de charpentier et de mérandier. Des outils de mérandier. Oui. Qu'est-ce que c'est, Pascal Soriot, un mérandier? Je ne sais pas. Ah, je vous pose une colle, super. Bon, je me suis renseignée. Hein. Un mérandier, c'est celui qui produit des mérins, des planches en bois, qui servent à la fabrication des tonneaux. Vous n'en avez pas au Bourdin? On n'a pas de tonnelier au Bourdin. D'ailleurs, c'est un de mes regrets. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on pourra démontrer cet artisanat-là qui est encore présent aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de tonneliers dans la région de Bordeaux, mais j'aimerais bien pouvoir faire des tonneaux à l'ancienne au Bourdin. Vous allez rouvrir vos portes samedi prochain, le 2 avril. Vous prévoyez de nous faire découvrir de nouveaux artisans, il me semble. Vous voyez, donc on a deux nouveaux artisans. D'abord, on va avoir un métier à tisser avec un tissandier, donc qui va s'installer dans la maison. Et puis, on va avoir un avionneur. Donc, on a prévu on a reconstitué un atelier de construction aéronautique de 1900 et on va construire un Blériot, le Blériot 11, tel qu'il a été construit par Blériot en 1909. Donc, ça peut toujours évoluer, en fait. C'est ça qui est bien avec votre parc. Voilà, donc les métiers sont infinis. Il y a beaucoup de choses à reconstituer. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour vraiment remettre en vie la vie en 1900 au Périgord. Régine Elliott, je me tourne vers vous rapidement. Vous aussi, la saison démarre samedi. En plus de tout ce que vous proposez, vous nous avez parlé d'une exposition. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts de prévus à la Cité des Insectes ? Oui, bien sûr, pendant les vacances scolaires, on va retrouver des animations le 21 avril, spécial Pâques, le 28 avril aussi, ça c'est pour les enfants, le 7 mai, les sauvages de nos jardins. Il faut regarder notre site internet, vous retrouvez toutes les animations, visite guidée à 11h tous les jours, à 15h pendant les vacances scolaires, et manipulation d'insectes et dégustation d'insectes évidemment. Merci beaucoup. Bon, les téléspectateurs, j'espère que vous avez compris, hein, allez voir les sites internet de la Cité des Insectes et du Parc du Bourdin. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h30 et on parlera des vieux commerces, ces quincailleries, ces confiseries, ces merceries, ces échoppes aux parfums d'antan qui résistent à la concurrence des grandes surfaces. On vous dira tout demain. À tout de suite. Place à vos éditions locales puis régionales. Passez une très belle soirée sur France 3. À demain.